Cette émission vous est proposée grâce à la fantastique participation de Carotte, Tot et peut-être toi. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui lit mineur. Salut tout le monde, je suis Pied, vous êtes avec nous pour environ 1 heure pour une émission fantastique qui va vous parler de bande dessinée. Pour m'accompagner, 2 animateurs de charme, le splendide Tizak. Je suis la main droite. Et l'attrayant Thio. Je suis entre les deux. Je préfère... Tu es entre la main droite et le pied. C'est intéressant. Cherchez où je suis. Tu es le nombril, là. Où est Charlie? Dans cette émission, nous allons vous parler de webcomics, puis nous ferons des chroniques, car c'est le cœur de notre émission. Nous vous parlerons du jour où le bus est reparti sans elle, du tome 1 et 2 de 100 milliards d'immortels, du tome 1 de Trees, du tome 1, j'ai marqué, mais en fait, c'est un one-shot de l'Ordre d'Avalon. Non, c'est un tome 1. C'est le tome 1. Ah oui, j'avais cru voir que c'était un one-shot. Bon, nous parlerons de l'érection. Oui, l'érection, vous m'avez bien entendu. Entre la main et le pied. Hein. C'est pas dans une splash page qu'on parlera de l'érection? Nous parlons du tome 1 de Niels et notre express sera consacré à du comics et du franco-belge, un petit ghost et un petit chimère. Je pense que nous avons un programme plutôt correct, plutôt bien équilibré. Plutôt correct. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis, plutôt correct. Ouais. Ça a demandé des années de travail à ces pauvres gens là pour faire des bandes dessinées. Et toi tu dis ça comme ça. Non, mais c'est inadmissible, c'est honteux. Online. Je suis contrit, mais je vais quand même vous parler de petites bandes Tétri dessinées aussi que j'ai découvert online. Je vais commencer en vous parlant de la collection de la Petite Bibliothèque des Savoirs. Une série auquel je m'étais pas plus intéressé que ça. L'idée, c'est de faire une sorte de que sais-je en bande dessinée. Donc plein de trucs qui avaient des sujets intéressants mais sur lesquels on s'était pas intéressé plus que ça, sans doute parce que nous entendions trop de M&M's croquer sous nos oreilles et qui nous pétaient les couilles. Nous avons donc une petite chose sympathique. C'est que j'ai pas voulu copier un autre podcast célèbre, presque autant que nous, et prendre des chocobons. Presque. Mais je pense que j'ai compris pourquoi ils avaient des chocobons maintenant. Voilà. Parce que même si on entend le bruit du papier, ça fait moins de bruit. Tu peux mettre le papier plus loin de la bouche, là où il y a le micro. Je crois que c'est ça. Prochaine émission, on mettra les Pringles. Oui, c'est bon. Bref, un des tomes qui vient de paraître s'appelle Le Féminisme par Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu et revient un petit peu sur toute l'histoire du féminisme et nous est proposé sur la plateforme du Monde en lecture quasi intégrale. C'est énorme. Donc il y a un bon gros paquet de pages qui nous racontent un peu toutes ces histoires du féminisme. C'est très bien foutu, c'est très intéressant. On y apprend un peu la position de la femme par rapport à l'homme dans l'histoire, mais surtout comment est-ce qu'elle a essayé de sortir de cette position et de s'imposer et de montrer qu'elle avait droit à une certaine égalité. Et on voit aussi la difficulté de définir le féminisme, parce que chaque mouvement féministe va avoir une définition différente. Donc le féminisme n'existe pas, il y a des féminismes. Bref, c'est bien foutu. J'ai passé un très agréable moment à lire ça et je vous le recommande chaudement. L'adresse est vraiment à rallonge et donc je vous mettrai le lien dans le... Plus qu'à cliquer dessus. Voilà, sur lavoidesbulles.fr. Non, c'est vraiment assez complet. Hein. Ilia revient sur un Tumblr qui s'appelle Call Eras Addict. Elle cherchait une sorte de sujet pour reparler refaire du blog, c'était un moment qu'elle n'en avait pas fait. Et là, elle nous raconte l'histoire de parents, tout ce qui est de plus normal, qui se disent ça serait bien qu'on raconte des trucs sur notre gosse, mais on n'a pas grand-chose, il faudrait qu'on trouve un angle d'approche rigolo. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, que leur bébé a des pouvoirs télékinésiques. Ouais, c'est même un poil plus loin que ça. Oui. Parce que ça revient sur une histoire en fait que l'auteur lisait et a lu à plusieurs reprises dans sa bibliothèque municipale.
et dans laquelle le pitch c'était que toutes les grand-mères du monde sont des sorcières. Et que donc, lui, il avait qu'une envie, c'était que sa grand-mère soit une sorcière pour lui apprendre des tours de sorcière, quoi. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la grand-mère fait boire la boisson à la maman pendant qu'elle est enceinte, ils font plus qu'elle lise le bouquin machin pendant la nuit de la pleine lune, et hop, coup de magie, la gamine a des pouvoirs particuliers. Bref, il n'y a pas grand chose encore pour le moment dessus, j'espère qu'il va y avoir d'autres, parce que c'est un dessin très léger, très sympathique et très cool. Comment s'appelait le film où... Oh putain, j'ai même plus le nom de l'actrice. Ça va faire un fumble total. Ah ouais, là c'est. Mais bien sûr. Je te rappelle le film où il y avait des acteurs et où à la fin elle va dans le berceau pour voir son fils et que c'est l'engeance du diable. C'est un Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, merci. Ça fait un peu penser à ça en fait, ouais, ton pitch. Voilà, mais en mignon. Rosemary's Baby. Aussi, c'est mignon. Le film réalisé par un agresseur sexuel réputé. Ah, Polanski. Bon, ouais, mais après ça c'est très surfait. L'Odyssée 2.0 de Camille Prieur et Vincent Malgras au dessin, avec une musique d'Antoine Texera et un code de Maxime Marois. Pourquoi un code ? Car on est dans une bande dessinée vraiment online avec du son. Ce qui est malheureusement, selon moi, le seul petit défaut, est-ce que je trouve que l'intégration du son demande d'être un petit peu raccord. On n'est pas comme vous pouvez avoir dans Faleina, quelque chose qui était vraiment des nappes qui vont s'enchaîner et s'enchevêtrer de façon très très fluide. Là, j'ai trouvé que c'était un peu moins efficace. Mais de quoi ça parle ? De quoi ça parle ? Bien, nous allons suivre un Indien qui doit partir de chez lui pour aller chercher quelque chose. Et on le voit partir et faire son long trajet. Très long, contre vents et marées. Il a les pires conditions. Il souffre, c'est difficile jusqu'à... Les déserts, le froid, la montagne, les chutes d'eau, les cascades, les animaux... Jusqu'à ce que nous ne dévoilerons pas la chute qui est assez étonnante. Bref, c'est très très bien foutu. C'est sur un scrolling vertical. Voilà, je trouve encore intéressant de mettre un peu du son dans la BD, même si je trouve l'intégration encore un petit peu pas parfaite, parce que en fonction de la vitesse de lecture, ça marche plus ou moins bien. Et... En fonction de la vitesse de lecture et de la vitesse de connexion, la musique arrive à changer ou pas, assez rapidement, de manière assez fluide. Et c'est ce qui pose problème. Comme disait Pierrick, dans Falena, c'est tout était téléchargé et peu importe la vitesse de lecture, qui elle, par contre, à l'inverse, était en scrolling horizontal, ça ne posait aucun problème et c'était vraiment bien fait, bien fluide. Là, pour le coup, il y a des accroches ou alors c'est un peu brutal. Et puis aussi, tu as des transitions qui sont plus violentes entre les ambiances. Dans Faleina, tu avais toujours des nappes qui arrivaient à s'enchevêtrer correctement parce que c'était vraiment étudié pour l'enchevêtrement. Et là, on a parfois des ambiances très très différentes. Après, ils n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes moyens non plus. Exactement. En tout cas, c'est un truc intéressant, assez rigolo et une belle expérience à lire que je vous recommande. Tiens, on avait un online de plus que la dernière fois, je me suis planté sur mes jingles, mais c'est pas grave. Bon, allez, une année de BD de femmes par les petites mains de la BD. En fait, c'est une blogueuse qui parle de bande dessinée. On arrive un peu plus dans du textuel, qui elle fait des chroniques de bande dessinée et a décidé pendant une année de ne chroniquer que des bandes dessinées dans lesquelles des femmes ont participé et pas juste coloristes, etc., où elles ont participé soit au dessin, soit au scénario, avec une implication. Alors après, c'est un peu méprisant vis-à-vis des coloristes, ça j'ai envie de dire. Mais bon, ou une implication forte sur la narration, en tout cas. Bref, j'ai trouvé ça assez intéressant comme propos, et ça permet de se rendre compte, parce que moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on ne fait pas dans notre émission attention du tout aux auteurs, enfin assez peu, et que parfois je me rends compte que ah tiens, c'était une femme qui avait fait ça quand je vois qu'elle chronique son truc sur son blog. Bref, voilà, j'ai trouvé cette approche assez intéressante, assez originale, pour montrer que les femmes sont représentées dans la bande dessinée et qu'il y a une grande variété de styles et de travail, et que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait un blog gueulerie avec des girly avec un blog grizzly avec des couleurs pastel et des histoires de shopping. Voilà, ce qui en soi voilà. Mais qui va les faire du coup, ces histoires-là? Tu pourrais le faire si tu veux. Ah ouais. Voilà, c'est à la portée d'un homme si une femme peut le faire. Voilà. Donc je suis désolé, donc le podcast va s'arrêter en fait sur décision de justice.
Merci, messieurs. Bravo. Brigade de répression. J'ai rien dit, j'étais en dehors de l'histoire. Hein, j'avais réussi à faire un truc féministe et là j'ai tout foiré. Désolé. Il a tout planté. Le gros lourd. Eh bien, vas-y. Le jour où le bus est parti sans elle, elle était conne, elle a pas vu les horreurs. C'est ça, voilà. Elle se maquillait aussi. Vas-y, va bien dans le cliché, là, je sens bien. On y va. Donc, le jour où le bus est parti sans elle, chez Bambou, par Becca, Marco et Cosson. C'est un tome 1. Ce qui veut dire qu'il y aura donc une suite. Sans doute. Oh la vache, dis-moi, t'es clairvoyante aujourd'hui. J'ai été formé par Elisabeth Tessier. Donc on va suivre dans ce... Ouais, je sais, c'est du lourd. On va suivre dans ce premier tome, du coup, les aventures de Clémentine. Alors Clémentine, c'est une jeune femme entre 25 et 30 ans. Oui, c'est ça, dans ta bulle bleue, c'est ça. Tu devines le merveilleux. Et le problème de Clémentine, c'est que justement, elle devine pas du tout le merveilleux. Clémentine, elle s'emmerde un peu dans sa vie, elle sait pas où elle veut aller. Elle est à un moment dans sa vie où elle se cherche et où elle cherche le bonheur et elle sait pas trop où et comment le trouver. Et donc, elle essaye plein de choses différentes, notamment le yoga. Et parce qu'elle fait une rencontre avec un gars qui a l'air qui a l'air de l'éclairer sur son chemin, machin. Et donc, ce gars-là organise une petite... sortie week-end, ressourcement au fin fond de nulle part. Reconnexion avec son moi intérieur. Reconnexion avec son moi intérieur, c'est ça. Et donc elle prend le bus, et puis le bus s'arrête dans une petite épicerie pour faire la pause café, pipi, machin, tout ça. Et c'est une épicerie bio, hein. Enfin, je veux dire, forcément on est dans le cliché pour le coup. Et puis le bus repart et la petite Clémentine n'était toujours pas sortie des toilettes, et du coup le bus est reparti sans elle, d'où le titre. Oui, je sais, j'ai compris. Et c'est énorme. Et du coup, en fait, la petite Clémentine va découvrir que c'est pas grave. Voilà, que c'est vrai que c'est pas ce qu'elle avait prévu, mais l'imprévu peut offrir aussi des choses intéressantes. Et c'est ce qu'elle va découvrir, ce cheminement qui, au lieu d'être fait par un espèce de pseudo-gourou, ce pseudo-petit gourou à la moelleux qui fait du yoga, va lui être procuré par un petit épicier. Et on suit donc son espèce de cheminement psychologique, intérieur, machin, sans que ce soit trop lourdeau, sans que ce soit prise de tête. C'est vraiment très léger au niveau du traitement. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'il nous montre un peu le côté dérive sectaire, machin chose, tous ces éléments de yoga, de comment on appelle ça truc de développement personnel, le côté développement personnel vraiment exagéré au début, avec ce qui permet ensuite de remettre, parce que c'est un livre de développement personnel, c'est une BD de développement personnel. C'est un bouquin feel good. Voilà. Bon, moi j'avoue, tout ce qui est développement personnel, c'est toujours des choses, j'ai un peu du mal. Tu comprends, il faut regarder les fleurs pousser parce que ça va réveiller le sentiment de plénitude qu'il y a en toi. J'exagère un petit peu. Oui, mais non, mais elle faisait le salut au soleil le matin, voilà. tout ça. Hein. Voilà. Là, sauf qu'elle arrivait jamais à le choper, en fait. Là, je trouve que c'est plutôt bien mené. Les gars, vous en voulez au yoga ou quoi? Non, mais c'est... Ouais, non, mais pas... Mais c'est comme partout, hein. Il y a yoga. Tu peux faire... C'est pas obligé d'être intégriste du yoga, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut juste savoir nager dans l'eau froide pour aller chercher sa mère. Et donc... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est important, nager dans l'eau froide pour aller chercher sa mère quand tu fais du yoga. Donc... Si tu n'arrives pas à prendre la position du lotus bleu en te léchant l'anus, franchement, t'as rien compris dans la vie, quoi. Ok. Il a un regard désespéré, le tuyau. Pour revenir non, c'est que sa femme fait du yoga, alors forcément, il défend son beefsteak. Non. C'est pas gentil d'appeler sa femme beefsteak, quand même. C'est une femme, c'était pas un bout de viande, monsieur. Elle fait du yoga. Au mieux, c'est du tofu. Je crois qu'on est en train de partir en couille, il faudrait qu'on se recentre un peu sur notre chronique. Je sais pas, moi, je veux dire, je me suis fait kicker la dernière fois pour moins que ça, quand même, mais bon. C'est vrai. Je veux pas jouer ma langue de pute, hein. Mais comme c'est le dictateur qui le fait, on s'en bat les couilles. Je trouve que c'est plutôt bien mené, que ça tient la route et que voilà. Alors que c'est un truc qui, à la base, aurait tendance plutôt à me faire fuir. J'ai trouvé que ça marchait bien. Ouais, moi ce qui m'a un peu dérangé, c'est le côté caillou balancé dans la mare à chaque fois qu'il y a une citation pseudo-bouddhiste, pseudo-taoïste, pseudo-lao-tseïste, bref. À chaque fois, il y a une petite anecdote racontée par le petit épicier, machin. Bon. C'est pas toujours le petit épicier, je précise. Ce n'est pas toujours le petit épicier. C'est pas le vieux le vieux sage en haut de la montagne qui a à chaque fois la bonne idée. Non, voilà. Mais bon, toujours est-il que
cette partie-là, avec les anecdotes, est amenée de manière un peu délicate, je trouve. Voilà. Thio ? Moi, j'ai passé un moment agréable. C'est une lecture sympa. Ça va pas te changer la face du monde, ni la fesse. Je sais pas, je vais essayer de rester en votre ton, les gars. Ni la fesse du yoga, mais j'ai passé. Mon gars. Oui. J'ai passé un moment sympa. Le développement personnel, c'est pas un truc qui me fascine plus que ça. Tu vois, t'as pas ouvert les bons chakras. J'ai pas ouvert les bons chakras et j'ai trouvé d'autres moyens sans doute de le faire. Chacun aura les siens. Voilà. Donc, juste pour vous signifier que le docteur Tizak m'a montré s'il me fallait 1 ou 2 doigts pour ouvrir mes chakras. Je vous remercie. Raider, Twix. Je vous remercie, docteur. Ça, c'est une vraie consultation avec une voix ordonnance. Kit Kat, il y a 4 doigts. J'ai passé un moment sympa, en tout cas. Oui, vraiment sympa. Double Run, c'est pas évident. C'est surtout le clac, 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 clac. Mais au moins, c'est comme des crans, tu vois, c'est comme un cric. Avec ou sans le papier alu, parce que c'est la question. Achetez-le si vous avez des envies on va dire une sorte de easy lecture, sans être péjoratif. Une lecture avec des petites histoires qui peuvent peut-être vous faire réfléchir à certains trucs ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était frais, c'était sympa à lire. C'est exactement ça, c'est frais, c'est un moment agréable. Le dessin est très agréable, les couleurs sont très agréables. Oui, très lumineux, très beau. Après, je pense que ça s'oublie très vite. C'est un peu c'est c'est un peu le Mais défaut, c'est un moment sympa. Voilà. On va passer à la suite. Double Run aussi, c'est un moment sympa. 100 000 milliards de millions. On peut pas tuer 100 milliards de fois les mêmes personnes. Mais alors donc un crowdfunding dont nous avions, en fait, on en avait d'abord parlé dans un webcomics. Oui. Puis j'en avais parlé dans un crowdfunding. Et puis maintenant, notre crowdfunding est arrivé à la maison. Donc c'est du réchauffé. C'est du réchauffé, tout à fait. C'est la 3e fois qu'on en parle quelque part. 100 milliards d'immortels, mais on va en parler 100 milliards de fois. Stéphane de Caneva, en fait, est presque au même niveau que Domas. Ouais. Et comme il est vite à côté, il va falloir qu'on l'invite. Donc peut-être qu'il va même dépasser Domas. Attention. Il y a du chemin encore. Il y a du chemin, parce que c'est vrai quand même qu'il est quand même un peu sanctifié, Domas. Pour revenir sur 100 000 milliards, non, 100 milliards tout court, d'immortels. Le pitch de départ, c'est ça simple. sera le tome 2. On ne meurt plus. La mort est partie en vacances. Mais en plus de nous faire bien chier avec ça, la mort a décidé de se dire que franchement, tous les cadavres qu'elle avait drainés pendant quelques milliers d'années, elle les renvoyait sur Terre. Donc si t'as eu du bol, si t'es mort assez récemment, parce que t'as encore un corps qui est à peu près présentable, déplaçable, présentable, mais sinon tu es juste une forme éthérée. Et donc la Terre est un peu en surpopulation, forcément, on se retrouve un peu nombreux. Mais ils mangent des steaks aussi L'aspect nourriture n'est pas encore abordé, mais... Non, parce que ça, c'est un vrai souci. Il n'y a pas de la Black Angus pour tout le monde, quoi. C'est pas faux. Mais à mon avis, les Black Angus qui sont mortes, qui sont revenus... Alors d'ailleurs, c'est les animaux, je sais pas s'ils sont en vie. Enfin voilà. C'est pas dit dedans. Mais on s'est pas posé la question jusqu'ici, c'est que quelque part, c'est pas encore... C'était pas essentiel. Voilà. Donc du coup, il y a des esprits qui reviennent, où donc on est obligé de leur fabriquer un corps synthétique. D'autres ils sont encore... à peu près viables, et certains qui sont totalement... On récupère un Staline, on récupère un Hitler... Justement, on y arrive. Et certains qui sont encore totalement vivants, en fait, c'est-à-dire qui sont nés dans ce monde-là et qui ne sont pas encore réellement morts. Et donc, tous les tyrans de toute l'histoire du monde peuvent revenir aussi, forcément. Et moi, j'aimerais bien une petite joute verbale entre Napoléon et Hitler. Et on va en avoir une entre... on a qui on a une joute verbale entre deux, là, dans le tome 1, je crois. Il y a Bouddha, je crois. Non, Gandhi et l'autre, c'est un gros bourg. Et Attila. Il y a une doute verbale entre Gandhi et Attila. Ah oui. Voilà. Gandhi et Attila. Oui. D'accord. Qui se présentent aux élections. Les deux. Les deux? Oui. Non, mais j'aime bien que Attila se présente à des élections. Le concept d'Attila dans des élections, moi, ça me fait beaucoup rire. Il s'adapte à son époque. Il s'adapte. Adaptation. Réalisation, voilà. Optimisation. Et donc on va suivre les aventures d'un détective privé qui se retrouve avec une meuf sortie de la haute société qui vient le voir lui pour qu'il essaye de retrouver un esprit qui n'est pas référencé, parce que forcément la
première activité, lorsque les morts sont revenus, ça a été d'essayer de référencer un petit peu tout le monde. Parce que les esprits, forcément... Voilà, l'administration en toute sa splendeur. Et certains esprits n'ont pas été référencés et donc sont gardés. Elle, c'est l'esprit de son défunt mari qu'elle voudrait retrouver, le pauvre. Et bien forcément, cette femme l'a lui a un peu menti. Notre privé va se retrouver dans une situation... dans la merde indélicate, où il va voir qu'il n'a pas été le seul privé engagé et que ça va être un gros souci. Vraiment ambiance film noir. Film noir, voilà, la femme fatale qui est divine en version colorisée comme on l'avait sur le crowdfunding, que du coup on n'a pas dans la bande dessinée parce que c'est une bande dessinée en noir et blanc. Mais en tout cas un scénario qui est très sympathique. Après, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Pépier ? Je vais parler déjà de l'aspect purement physique du bouquin. C'est vraiment édité format comics. Et il a vraiment tout respecté. On a 2 albums qu'on a reçus en même temps, hein, avec le tie-in à la fin, c'est-à-dire la petite histoire dessinée par quelqu'un d'autre qui permet d'explorer l'univers un peu plus loin. On a aussi une super dédicace dans le tome 2, mais ça, c'est parce que c'est personnel. On a participé au crowdfunding. Et on a une histoire qui tient vraiment la route. Le dessin est vraiment super sympa. C'est très bien raconté. J'ai eu un petit peu... En fait, on perd un petit peu en finesse, j'ai l'impression, à l'impression. Je trouve que l'impression est un petit peu grasse. Mais ça, c'est aussi parce que peut-être qu'en tant qu'auteur, on n'est pas un spécialiste de la recherche de l'impression parfaite. Ce que pourrait avoir un éditeur dont après, dont c'est peut-être un problème de financement aussi. Hein. Oui, non, mais c'est un peu plus grave, mais ça reste superbe. Tu veux autre chose comme Reliver, ça coûte pas un le même travail prix. de noir et blanc génial. La fin du tome 2 a une superbe image qui passe super bien. Bref, c'est très très propre. Il soigne ses cliffhangers de fin de chapitre. À chaque fois, tu fais qu'est-ce qui va se passer. Les personnages ont des chara-design vraiment cool. Parce qu'il y a des pièces... des pièces rajoutées. Oui, parce qu'en fait, ils sont presque tous plus ou moins modifiés, parce que dès qu'on meurt, des morceaux qui résistent un peu moins bien. Oui, et puis du coup, certains sont mécanisés, ont des prothèses, sont dans des corps en métal. On peut vraiment avoir plein de trucs différents. Et non, l'univers est très sympathique, en fait. Oui, donc ça se termine en 4 tomes, c'est ça ? Alors, 4 tomes attendus, donc il y aura un crowdfunding pour la suite. J'imagine que Stéphane de Caneva aura la bonne idée de proposer les tomes 1 et 2 en même temps que le tome 3 et 4, pour ceux qui ne les auraient pas eus. Peut-être que ça va nécessiter du coup une réimpression. Oui, je pense que... Oui, alors toutes les publicités qu'il a mises dedans... Sont délire. Préparez-vous à toutes les éventualités, assurance vie Madoff. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il est revenu. Et puis le film avec Citizen Kane 3, Marlon Brando, DiCaprio et Monroe. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ça déchire. Bref, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas s'il va vous donner moyen autre qu'en lançant son deuxième crowdfunding de se les choper. Parce que, enfin, en gros, ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un coup de cœur. Là, voilà. Thio, tu vas jusqu'au coup de cœur. Ah oui, moi, clairement, j'avais déjà beaucoup apprécié. Alors, déjà, c'est rare que je lise un webcomic que tu nous proposes, oui. Clairement, je vais être honnête. Et ça, je l'ai déjà dit depuis plusieurs numéros. Mais celui-ci, je l'avais lu, je crois même pendant l'émission, et ça m'avait beaucoup plu. Du coup, quand j'avais vu le crowdfunding, j'avais hésité environ juste le temps de mettre la main dans mon sac pour prendre ma carte bleue. Je crois qu'on est dans les premiers. À avoir pris le truc. Et non, ouais, je trouve que le pitch est génial. Le dessin en noir et blanc vraiment me plaît beaucoup. Et c'est un univers riche où il pourrait faire tellement de choses. Et puis là, quand je vois aussi la qualité, si tu veux, de tout ce qui est mis dedans, je me suis régalé en fait de bout en bout. J'ai bouffé les 2 comics, mais en trop peu de temps. Le seul reproche que je donnerais, c'est trop court, quoi. Voilà, c'est le reproche qu'on donne quand on est obligé de trouver un reproche pour quelque chose qu'on a aimé. Ok, 100 milliards d'immortels par Stéphane de Caneva. Et en plus, il y avait un suivi de la campagne qui était très réussi et très très drôle, que vous pouvez vous trouver. On vous mettra le lien vers le site de Stéphane de Caneva au cas où il propose d'en racheter même après la campagne de crowdfunding.
Street Trees. Where the trees Non, are on est au no name. M&M's. Trees de Warren Ellis et Jason Howard. Warren Ellis. Ouais, j'adore Warren Ellis. Le Warren Ellis. Le Warren Ellis. Qui reprend l'univers Wildstorm, tiens. La dernière fois qu'il avait fait quelque chose de bien sur Wildstorm, c'est quand il avait fait Stormwatch et qu'il les avait détruits pour faire The Authority derrière. Et c'était de la bombe. Mais c'était classe. Non, putain, que c'est de la bombe. On peut parler de trees, s'il te plaît. Oui. Ouais, mais c'était classe. Bon. Enfin, tu les as pas lus ? Ça fait juste 30 cm, Oui, parce que peut-être 40 cm de BD. Ça a été réédité en intégrale de façon plus lisible que les tomes en fascicule que j'avais. Mais bon. C'était vachement bien. Il y avait une histoire en chaque truc. Enfin bon, C'est et ça, plus bordel, d'autres trucs. Enfin bon, on va peut-être pas faire trop aparté quoi. Non, t'as raison. Mais non, je te passerai si tu veux. Bref, nous sommes J'ai dans déjà lu. Nous avons donc d'un coup des sortes de grands monolithes géants qui sont tombés du ciel, des trucs extraterrestres qu'on a surnommés des arbres, qui sont arrivés. Et nous allons suivre plein de groupes qui subissent cette influence. Nous allons suivre un groupe de scientifiques apparemment sur une base arctique qui fait beaucoup penser à du The Thing, hein, bizarrement. Dès que tu mets des scientifiques sur une base arctique avec un truc bizarre, c'est The Thing. Nous allons suivre en Italie... Une histoire de mafia. une histoire un peu mafieuse, voilà, avec un gars un petit mystérieux village en qui Sicile. essaye de recruter quelqu'un pour le suivre sur des missions dont on ne sait pas encore grand-chose. Nous allons suivre un dirigeant africain qui veut exploiter ses arbres de façon inattendue. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour des... Et oui, un jeune Oui. qui débarque dans une cité libre. En Asie. En Chine. Ouais, En Chinou, je sais plus. ouais, en En Chine. Chine, En où Chine. d'un coup c'est une cité qui est totalement libre, on a le droit de faire ce qu'on veut et où Une espèce de grande cité artistique. et qui va se découvrir sexuellement sur place parce qu'il avait besoin de se découvrir. Il se découvre dans des conditions plutôt pas mal. Il va aller voir le loup. Aou, aou. Et donc tout le mystère autour de ce truc extraterrestre qui nous est présenté comme un truc extraterrestre qui arrivait sur Terre. Et en fait, c'est comme si nous, on arrivait sur une planète, il y avait des fourmis. Et en fait, les fourmis, on n'en a rien à foutre parce que c'est des fourmis. Les humains, pour ce truc qui arrivait dont on sait rien, et on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. De temps en temps, ça lâche des sortes de gaz qui tuent plein de gens. On sait pas pourquoi. Du liquide verdâtre. Voilà. Ça fait pousser des trucs. Ça dégage les trucs. Les scientifiques commencent à se rendre compte qu'il y a des sortes de plantes bizarres qui poussent autour et ils savent pas pourquoi. Et en fait, on ne sait rien. Et c'est un petit... Et on a envie de savoir. Mais ça reste un peu la frustration parce qu'à la fin de ce tome, on ne sait toujours rien. Si, on sait qu'ils ont un plan. C'est comme les Silons. C'est ça, il y a un plan derrière. Mais on sait même pas s'il y a un plan. Si, on sent qu'il y a un plan. C'est On comme les sent, Silons. Non, parce que And they have a plan. le silon, on le sent pas. Ils nous disent qu'ils ont un plan. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait, Il n'y avait pas de il plan. n'y avait pas de plan, que c'est n'importe quoi. Et Là, que même- ils nous disent pas qu'ils ont un plan, Et ils en que ont peut-être même un. dans le téléfilm, le plan, on n'a pas de plan. Voilà. Ouais, mais ça, c'est les scénaristes, en fait, qui sont auto-suggérés, tu vois. Ouais, ils ont fait And appel à they leur have a pote. plan. Ils ont fait appel à leur pote qui avait fait Lost en disant, et au fait, vous avez prévu quoi pour la fin? Et donc, C'est pas beau, ça. il y avait Brian Kevogan qui avait bossé sur Lost, donc il y a Oui, des mais bons qu'au scénaristes quand même. début. Non, au milieu. Il a essayé de sauver les meubles. Voilà, c'est ça. Mais il est pas responsable de la fin. Mais il a fait Enfin pas de bon, ça. on va arrêter de Ouais. faire les apartés peut-être. Bref, Warren Ellis, voilà. On suit cette histoire qui, je trouve, est très bien vue d'être en album. Parce que je n'ose imaginer en fascicule diffusé à l'américaine avec les 4 histoires qui se passent en parallèle où ça 4 avance, histoires. où ça se passe par petits bouts à gauche, à droite. Je pense que tu te dis oui, moi, c'est un peu chiant au début, quoi, parce que ça met du temps à démarrer, parce qu'il se passe pas grand-chose. Et beaucoup de choses se mettent en place, et puis comme c'est sur plusieurs lieux dans le monde, du coup ça fait des histoires et des personnages et des mises en place. Donc forcément c'est un peu long à se mettre en place, mais c'est logique, parce que c'est riche, parce que c'est mondial, parce que chaque situation dans chaque pays avec chaque monolithe est différente. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps au début. Mais franchement, sur un premier tome, dans un univers aussi riche, finalement, je trouve que ça avance pas mal. Ça aurait pu être beaucoup moins actif. Disons que pour le moment, à part, on va dire, 2 histoires où les arbres ont une importance visible à l'heure actuelle, les autres auraient pu se passer un peu n'importe où. Et voilà, je trouve que pour le moment, les arbres sont pas encore assez impliqués dans l'histoire, mais ça viendra sans doute par la suite. Voilà, moi, j'ai vraiment trouvé un démarrage très très lent. C'est ce qui m'a un petit peu déçu scénaristiquement. Thio, je sais pas si tu... J'ai beaucoup apprécié. Après, moi, il y a une partie de l'histoire que j'ai pas encore vu l'intérêt. C'est
le président de je sais plus quel pays d'Afrique qui va mettre des lance-missiles pour essayer de revendiquer un territoire qui sert en fait des extraterrestres pour l'instant, j'ai pas trouvé son lien, on va dire, avec les autres. Mais c'est le premier qui ose se servir du monolithe. Ouais, mais bon, à part ça... c'est déjà pas mal. Il y aura sans doute une réaction, quelque part. C'est un petit peu comme Mobutu qui veut lancer la première fusée africaine, quoi, tu vois. C'est le premier qui fait un truc. Il y aura peut-être sans doute une réaction, soit des arbres, soit des autres gouvernements, soit quelque chose qui va arriver. Ouais, non, mais enfin bon, voilà, c'était... Mais après, pour l'instant, j'attends le lion. Mais l'idée de départ du scénar est quand même très sympa. Oui, j'ai envie d'en savoir plus, mais pour le moment, j'ai un peu cette frustration de l'attendre, parce que... on sait rien. On sait rien, ça s'est mis en place sur les différentes... ville du monde, mais on n'a pas plus d'informations, quoi. Et pour du comics, c'est très lent, tu vois ce que je veux dire. Faut penser que normalement, il se passe quelque chose dans 22 planches, quoi. Là, on a, je sais pas, on doit avoir 80 pages, et... Alors, excusez-moi, mais ça rame un peu. Je vais faire un instant spoil, parce que là, je suis pas du tout d'accord avec vous. Sur un premier tome, sur 4 univers différents, il y a quand même un des univers qui est présenté, exploité et explosé. Oui, il y en a. Non, mais alors, il y a une je trouve que vous êtes quand même dur sur le fait qu'il se passe rien. Mais oui, mais non, mais je te dis pas qu'il se passe rien. Je te dis que le démarrage est longué. Vraiment, moi j'ai trouvé. Après, moi je valide pleinement. C'est mon point de vue. Après, t'es pas obligé d'être d'accord. Hein. Non, je ne serais pas d'accord. Voilà, ne sois pas d'accord, traître. Si tu me dis de pas être d'accord, je vais être d'accord. Alors t'arrêtes. D'accord, ne sois pas d'accord. C'est vrai que c'était un peu long. Hein. Bon, c'est la suite. C'est un peu long ta chronique. Oui, graphiquement, un trait sympathique, qui joue beaucoup des hachures et de façon intéressante, qui font penser un petit peu à la gravure dans les ombres, mais qui est pas un trait non plus exceptionnel, qui fait bien le taf, qui a de bonnes idées. J'aime bien ce côté gravure, mais bon, ça manque d'élégance, je trouve. Voilà. Après, pas moi. Voilà, on n'est pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Bon, allez, vas-y, argumente. Dis-moi pourquoi c'est bien. Pourquoi c'est bien ? Parce que la mise en page est travaillée, parce qu'il y a de tout. Le côté effectivement gravure, moi me plaît, parce que justement on est dans un monde, je vais pas dire qui est en roue libre, mais du coup qui est à la fois en attente de ce qui va se passer avec les monolithes, à la fois qui n'y prête pas trop attention, mais qui est quand même sous le joug de ces monolithes. Mais pas toutes les zones du monde sont sous le joug des monolithes. Donc il y a ce côté un petit peu à la fois post-apocalyptique, mais on n'est pas encore dans le post-apocalyptique parce que l'apocalypse n'a pas encore eu lieu, mais on sait que ça risque d'arriver incessamment sous peu. Et il y a ce côté un peu, on balance des traits, genre on est dans un univers un peu crade, un peu poussiéreux, un peu machin, alors qu'on n'y est pas encore tout à fait. Et je trouve que ça participe de cette ambiance un peu molle, un peu en demi-teinte, un peu en attente de l'apocalypse à venir. Thio, je te sens ch'toumagué, comme on dit chez moi. Ouais, non, là, il m'a ch'toumagué, Tizak. Mayango. Ouais, Ok, voilà, je pourrais... Non, mais... T'es pas parti autant dedans, quoi. Je suis pas parti autant dedans, pourtant ça m'a quand même bien... Oui, mais voilà, ça m'a bien plu. Hein. Maintenant, j'attends le tome 2, clairement. Ça ne remet pas en cause la qualité du premier, mais j'attends des révélations qui vont vraiment me laisser sur le cul dans le 2, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'après 80 pages, attendre des révélations qui te laissent sur le cul dans le tome 2, je me dis que peut-être qu'il n'y en aura pas, parce que c'est peut-être pas le propos, tu vois. On se fourvoie peut-être dans nos attentes. Maintenant, ça peut aussi convenir, comme Tizak, qui lui est à fond dedans. Ah, moi, ça m'a beaucoup plu. L'Ordre d'Avalon, tome 1, c'est un manga. Oui, je sais, je parle de manga. Oui, je sais, je vais chroniquer un manga. Français, manga. Alors attention, je tiens à préciser justement que nous sommes sur un manga qui est estampillé Seinen, qui est édité chez Glénat, co-édité aux éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux. Attention, accrochez-vous aux branches. Donc l'Ordre d'Avalon, tome 1 par Morgil et Izu. Le pitch, alors, on est dans une enquête. Suite au meurtre d'un certain Ryo Tachibana, qui était en train de se faire introniser au sein d'un ordre comme druide dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc ce Ryo Tachibana est retrouvé mort.
on est sur une époque contemporaine, on est en juin 2016, et un de ses collègues, Nicolas Quitin, qui est lui aussi auteur, puisque le Ryo Tachibana était un auteur à succès, est venu pour une convention. Le Nicolas Quitin va décider de mener l'enquête sur le décès de son ami Ryo Tachibana, et il sera aidé pour cela par une ancienne flic, ou plutôt une flic qui a été démise de ses fonctions au Mont-Saint-Michel et qui a été un petit peu écartée de cette zone d'intervention-là, qui s'appelle Clotilde Dumont. Et tous deux donc vont devoir mener l'enquête sur le décès de ce Ryo Tachibana dans des conditions assez obscures, puisque l'histoire de la secte druidique est bien évidemment au cœur, mais il y a également des enjeux politiques, il y a également des enjeux écologiques au milieu de tout ça. Bref, une enquête policière avec différentes pistes à suivre et différents meurtriers possibles. Il n'est fait nulle part mention que c'est un tome 1, donc je pense que c'est un one-shot. Ouais. Bon. Oui, ça peut aussi. Ça se les finit, deux sont possibles. Ça se termine, mais ça peut se poursuivre. Oui, il pourrait y avoir des suites. Parce qu'on a un complot, tout ça. Ah oui, en gros, c'est le Da Vinci Code au Mont-Saint-Michel. Oui. Ouais, mais alors le petit Da Vinci Code quand même. Ouais, il a moins de il a moins d'envergure quand tu te limites au Mont-Saint-Michel que Da Vinci Code qui fait C'est ça. Un peu plus large. C'est ça. Ok. Qu'en as-tu pensé? Toi qui est pas très manga. Alors, bon, pas que du bien, pour être tout à fait honnête. Je ne vais pas dire que ça m'a déplu. Je vais pas être aussi tranché que ça. Mais ça m'a pas non plus accroché. Le côté Mont-Saint-Michel et organisation moyenâgeuse, tout ça dirigé par une houlette japonaise, ça me voilà, j'ai un petit peu des poils qui se dressent dans le dos, même si j'en ai pas, contrairement à d'autres, il y a quelque chose d'un petit peu factice dans cette façon de raconter là, qui ne m'a pas vraiment plu. Maintenant, la trame scénaristique, pourquoi pas, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle se tient, l'enquête se tient. Oh, petite surprise sur la fin quand même, qui est plutôt bien vue. Maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait un côté, au niveau de l'enquête, un peu trop franchouillard, justement, un peu trop Julie Lescaut, mais en même temps, Julie Lescaut, c'est pas elle qui est au cœur de l'enquête, parce que ce sont deux enquêteurs externes qui mènent les investigations, et on n'a jamais le point de vue interne. Alors que ça aurait pu être intéressant aussi qu'on l'ait un petit peu plus quand on connaît l'histoire, du coup, à la fin. Côté réellement police, côté enquête police, parce qu'on a l'impression finalement qu'on n'apprend strictement rien de l'enquête de police. On n'a que l'enquête côté les deux enquêteurs. Là. Donc voilà, pas emballé outre mesure. C'est honnête, ça se lit, pourquoi pas. Thio, j'ai passé un bon moment, moi, quand même, dans l'Ordre d'Avalon. D'une part parce que je trouve que le Mont-Saint-Michel c'est quand même un endroit qui est à peu près magique et féerique. Oui, c'est un peu la classe. Mais moi ça me plaît, voilà. Et du coup j'ai trouvé que c'était pas à la hauteur, quoi. Mais c'est peut-être parce que justement c'est le Mont-Saint-Michel et que ça me plaît. Mais qu'est-ce qui est pas à la hauteur, le Mont-Saint-Michel ou Non, l'enquête, l'histoire. Je dirais c'est quand même c'est honnête, je trouve, au niveau même de l'enquête policière. Ouais, je dis pour toi ça fait franchouillard, enfin bon, c'est-à-dire que pour toi c'est cousu de fil blanc, quoi. Ah oui, c'est un scénario là, Julie Lescaut. Il y a quand même une réalité qui est importante dans ce truc-là, c'est qu'on nous parle de lien entre le Mont-Saint-Michel et des ordres juridiques, donc des choses bretonnes. Ce qui remet bien le Mont-Saint-Michel à sa place. Hein, on est bien d'accord, mais d'ailleurs il y a une partie dans l'histoire qui explique bien ça. C'est court, mais c'est fait. C'est du trollage anti-normand, je suis désolé pour les Normands. Poursuis. C'est pareil, quand il y a le cul entre deux chaises, t'as le cul entre deux chaises. Enfin non, mais surtout c'est un breton corse qui commence à faire le débat, quoi. C'est ça qui me fait rire, quoi. Et Rennes, c'est en Bretagne ou... Surtout un breton qui est né au Havre. C'est ça. Oh, Normandie, le oui, je sais. méchant Voilà, breton, c'est là où, si tu veux, du coup, franchement, ça prend vraiment toute son ampleur, quand même. Mais Saint-Brieuc, tu le mets où? On va passer le débat dans ton cul. Allez, ça c'est fait. Donc. Et Dinard? Bon, c'est bon, on continue. Ça y est, oui. C'est en Bretagne, ça, tu peux pas. Ouais. Là, tu négocies pas à Dinard. Attention. Enfin bon. Graphiquement, ça fait le taf. Au niveau scénaristique, je le trouve un peu dur. Ça fait 2 fois ce soir, merci.
Il y a 15 jours d'écart. C'était quand même... Attends, on n'est pas encore Et là, j'ai envie de vous dire... On n'est pas encore à la BD suivante. J'ai envie de vous dire... Attention, ting ting. Petit message adressé à la BD suivante. Poursuivons. Scénaristiquement, je trouve que c'est quand même c'est une enquête sympa. C'est clair que c'est pas non plus, je dirais, un scénario qui va te laisser... C'est pas le Sherlock Holmes de l'année, hein. Pour avoir relu les Sherlock Holmes assez récemment, t'as même des Sherlock Holmes qui sont quand même à peu près cousus de fil blanc, quoi. Tu te dis, on te place ça comme étant le plus gros, enfin, un des meilleurs trucs d'enquête, mais c'est quand même pas non plus... Quand tu crées le cliché, tu deviens un cliché. Il y a ça aussi, forcément. Quand tu dis ouais, mais ça je l'ai déjà vu 100 fois, oui, mais c'est les premiers à l'avoir fait. Ça peut être ça aussi le côté Sherlock Holmes. Mais bon, là n'est pas le propos. Enfin bon, j'ai passé un bon moment. Clairement, je serais pas du tout allé vers ça. D'une part parce qu'à mon avis, je ne sais pas comment est-ce qu'il a dû être édité, mais on ne doit pas le trouver partout. Parce que je l'ai même pas vu dans une des 2 boutiques que je fréquente assidûment. Oui. Oui. Quoi? Des regards en français. Non, c'est pas Lux Center. Lux Center, j'ai déjà. Au niveau lecture, c'est quand même assez facile, quoi. Où la fenêtre que je te la mette. L'ordre d'Avalon. L'ordre. Oh la vache. Je l'avais pas vu venir celle-là. Il la prépare depuis. Ah non, elle est venue comme ça. Elle est venue comme ça. Bon, sur ce, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Ouais, j'avoue que le problème que j'ai, c'est que je sens trop le pitch du commercial qui leur a dit voilà ce qu'il faut faire. Bon, les mecs, le Mont-Saint-Michel, c'est quand même fréquenté pas mal par les touristes japonais. Hein. Ce qu'on aimerait, c'est faire un petit manga qui leur plaise. Bon, on est français, on va faire un manga à la française dans le sens japonais, hein, ce qui, je trouve, pour moi, est une aberration, mais ça, c'est une question de choix éditoriaux. Et puis, ça serait bien qu'il y ait un peu des japonais dans l'histoire. Si tu regardes bien l'histoire, en fait, tu sais pas pourquoi il y a des japonais dans l'histoire, quoi. Ils sont là. Parce que c'est un manga. C'est pour que les gens puissent s'identifier. Voilà. Je pense que ça a été traduit en japonais dans la foulée. J'en suis quasi persuadé. J'ai pas été vérifié, mais je pense que si tu vas dans la boutique du Mont-Saint-Michel, dont il parle 3 fois dans l'album, tu pourras retrouver les bouquins en japonais. Traduit en plusieurs langues. Voilà. Le prochain tome, ce sera The Castle of the Loire. Voilà. Maintenant, à côté de ça, ça reste quelque chose d'efficace qui manque juste du truc péchu qui te donnerait envie au début, tu vois, du truc qui t'en mette plein la gueule, l'amorce, c'est-à-dire que la mort du personnage principal qui soit quelque chose de plus crade, qui te donne envie de savoir oh mon dieu mais comment ça s'est passé, etc. Parce que franchement le gars qui est mort au début, on en a rien à foutre tout du long, quoi. En fait il aurait dû crever en haut de la statue de Saint-Michel. Voilà. Tu vois, planté dessus comme ça, empalé. Là ça aurait été quand même un peu une vraie image. Que dans le pitch je leur ai dit aussi ce serait bien si c'était tout public. Ouais, mais par contre du coup ça aurait quand même vraiment posé une belle question. Comment ils ont mis le cadavre? Oui, mais ça aurait fait quelque chose de sympa. Ça n'empêche que l'enquête est intéressante, un peu plan-plan quand même, même si elle va assez vite et qu'elle essaie de nous révéler des aspects du Mont-Saint-Michel, du côté un peu touristique, hein, qui je pense fait partie du pitch aussi au départ. Oui, mais en même temps, quelque part, ils ont quand même croisé comme équipe d'enquêteurs une inspectrice et un écrivain. Ça vous rappelle pas quelque chose? Un truc assez en vogue actuellement. Casse. Voilà. Ou des Dan Brown, si tu veux être Non, mais. Oui, non, mais c'est. Voilà, je pense que voilà, on est vraiment dans. Je préfère Stan Akatic quand même. Qui a été viré de la série d'ailleurs. Bon. Voilà, donc ça marche, mais il y a un peu trop ce côté. Ce côté commercial. Je reviendrai juste 2 secondes quand même parce que je cherchais justement pour l'histoire du tome 1 de pas tome 1. Alors en fait, l'information primordiale, c'est qu'en fait ça c'est presque un tome 2. Il y a eu The Château of the Loire. Pas loin. En fait, il y a eu la même chose mais en ébauche, en brouillon. La grotte Cosquer, qui est scénariste, avait travaillé. De son vrai nom, Guillaume d'Horizon. Avait travaillé avec un autre dessinateur. Et il avait proposé une première mouture qui s'appelait Le Mont Tombe, la dernière légende du Mont Saint-Michel. D'accord. Voilà. Et donc là, l'Ordre d'Avalon, c'est les mêmes personnages principaux, c'est le même fonctionnement, la même recette, et on a simplement donc changé le coéquipier de travail dans cette nouvelle mouture qui est
paraît-il, là du coup je viens de lire ça, un peu plus abouti et un peu plus fouillé que la première version. Donc laissez tomber la première version, attaquez directement avec l'Ordre d'Avalon si vraiment ça vous intéresse. Et sachant que voilà, il y a quand même un point qui est très positif, je trouve, dans ce bouquin, c'est le travail sur l'architecture, sur les paysages du Mont-Saint-Michel, où là pour le coup c'est vraiment bien foutu, c'est très précis, c'est très pointu, on s'y retrouve bien. Voilà, pour y être allé quand même quelques fois au Mont-Saint-Michel, c'est assez fidèle. Oui, non, c'est un bon boulot, mais ça sent un peu trop le boulot de commande à mon goût en fait. Oui. C'est un peu le problème que je confirme. Bon, il est temps d'aller au cœur du sujet. Alors, parle-nous de l'érection. Excuse-moi, je remets mes écouteurs pour être bien certain d'avoir tout. Je vois que tu essayes de te remettre au goût du jour, tu as un peu oublié ce que c'était, c'est ça Alors, donc, nous allons parler de l'érection. Une bande dessinée de Jim. Ne quittez pas, vous n'êtes pas sur Radio je ne sais plus quoi avec je ne sais plus quelle animatrice, n'est-ce pas? Vous êtes bien sur le One Eye Club avec Thio. Au dessin, Louni Chaban, donc chez Grand Angle. C'est le livre 1. C'est Petit préambule. Un de tomes. Petit préambule. Sachez que toutes les blagues qu'on fait sur le titre du livre, Jim, dans sa postface, dit que il était très content de pouvoir dire qu'il avait un bouquin qui s'appelait L'érection dans sa biographie et que ça l'amusait beaucoup. Donc nous sommes raccord avec l'auteur. Poursuis. Merci Jim. Donc nous allons suivre l'histoire d'une soirée pour un couple, Florent et Léa. C'est l'anniversaire de Léa. Léa elle devient désormais un peu plus âgée. Florent, lui aussi, hein, chacun a ses petites difficultés face à l'âge. Et ils vont avoir la visite de deux amis, Alexandra et un mec dont je me rappelle même pas le prénom. Mais de toute façon, on s'en fout. Jean-Patrice, Jean-Brice, un truc comme ça. Voilà. Et en fait, Alexandra est donc son ex-mari, parce qu'ils sont venus avouer à leurs amis que désormais, ça y est, ils se séparent. Et là, en fait, Léa va s'apercevoir que Florent, lors de cette soirée, a une trique d'enfer. Mais une érection, mais un truc de mammouth. Et là, elle le trouve qu'il est dégueulasse, qu'il est odieux, qu'il est monstrueux d'avoir une érection face à son amie à elle, qui est en train de dire qu'elle se sépare. Grosso modo, elle est sur le marché, ça y est, tu as envie de te la faire. Et j'ai envie de te dire que la garde-robe qu'elle utilise pour la soirée en question chez des amis indique clairement qu'elle devient célibataire. Qu'elle est totalement open. Mais bon. Voilà, ça va être donc l'histoire d'une engueulade pour une femme qui n'a pas envie de vieillir, donc Léa, pour un homme qui a désormais une érection, mais on expliquera ça plus tard. Qui a désormais une érection. Ça, c'est pas beau. Ça. Je pense que c'est pas vrai. C'est expliqué dès la couverture. Hein. Pourquoi il a une érection. Il a pris une petite pilule. Voilà. On le voit dès la couverture, il a la pilule dans la main, donc nous ne spoilons rien. Au niveau du dessin, on est sur une ligne claire réaliste, je sais pas. Ça ressemble beaucoup au trait de Jim. Hein, oui, c'est le trait qu'il affectionne le plus. On a un peu le côté une nuit à Rome au niveau graphique. Tout à fait. C'est très plaisant. On est dans un huis clos. Tout se passe dans l'appartement de. Ça pourrait être une super pièce de théâtre. Parce qu'alors, l'intervention. Alors, juste, excuse-moi. Bon, j'enlève super. Non, en fait, je vais terminer si tu veux bien. Je vais te donner mon avis sur le truc et ensuite tu pourras mettre la tienne. Vas-y, Étienne. Tu es vraiment sûr? Je pourrais vraiment mettre la mienne. L'émission des jeux de mots pourris. Oui, mais en fait, on l'a sans doute sponsorisé par la Vermo. On l'a dit des milliers de fois avant, mais avec le titre, tellement. Ça marche pas. Donc moi, clairement, je me suis dit au niveau du scénario, ça aurait pu faire un très bon vaudeville, une bonne pièce de théâtre vraiment sympa, mais je me suis fait chier parce qu'en fait, on est vraiment dans la caricature la plus totale. La femme va devenir l'hystérique de service. Chacun va mener un dialogue de sourds, mais un truc complet pendant 50 pages, quoi. Il n'y en a aucun des deux qui va prendre le temps d'écouter ce que dit l'autre. Et je trouve ça très dommage parce que comme c'est un bouquin en 2 tomes, on aurait peut-être pu avoir une amorce de compréhension avant la fin du tome 2. Ce qui fait que le tome 1 m'a quand même beaucoup déçu. Ensuite, au niveau du dessin, même si j'ai beaucoup apprécié, je suis désolé, mais quand à un moment donné tu fais par transparence porter un string à Léa, tu peux pas 15 planches après lui mettre une culotte quand elle se déshabille. Ce n'est pas possible. Voilà, c'était juste mon côté. Il a remarqué ce genre de détail. Ouais, mais en même temps, quand tu le mets en 4x3, si tu veux, c'est quand même dur de le rater. Voilà. Maintenant, Tizak, je t'en prie.
Donc, hormis quelques petits détails, et celui-ci en fait partie fort accord string. de fort accord, moi j'ai trouvé justement qu'on était dans une petite pièce de théâtre, dans un petit huis clos sympathique, et l'espèce de fil rouge, note d'humour qu'il y a tout le long, avec les jeunes du dessus qui font la fête. J'ai trouvé cette trouvaille. J'ai vraiment apprécié cette trouvaille qui donne la petite touche vraiment de théâtre, la petite touche de vaudeville qui vient faire sourire le lecteur. Oui, Mathieu. Oui, on a vu le string. Non, mais... On a vu le string et la culotte. C'est juste que Pied supposait que j'ai peut-être. Voilà. Non. Ah non, j'ai pas supposé, je te croyais. Donc voilà, moi j'ai trouvé que pour une pièce de théâtre, ce serait génial. Après, concernant le dialogue de sourds, c'est le principe d'un vaudeville. C'est justement le fait qu'il y ait cette espèce d'incompréhension permanente, de quiproquo dans les paroles, de double sens de jamais réellement de mauvaise intention. Après, je suis d'accord avec toi, la nana passe un peu pour l'hystérique de service, mais en même temps, c'est déjà présenté avant cette érection et avant cet événement provocateur. Où elle est vraiment pas bien dans sa peau et elle se sent pas bien vieillir et elle attend qu'une chose, c'est que son mec lui la rassure dans ce sens-là, et lui il est gentil mais il est mouligasse, il est machin, il est bidule, et finalement voilà, c'est pas une pilule bleue qu'il faudrait qu'il prenne, c'est un coup de pied au cul pour se bouger les fesses, quoi. C'est pas simplement parce qu'il aura la trique ou pas la trique, c'est juste qu'il faut qu'il se mette un coup de pied au cul parce qu'il est mouligasse avec sa femme. Eh ben moi, aimé. C'est vraiment le... Attends, juste je te coupe, je suis désolé. C'est vraiment le docteur Tisax qui parle, tu vois. Le mec qui conseille les couples à 23h le soir. Oui, tu comprends, poulet, il faut quand même que tu te ressaisisses. Voilà. Je veux dire, c'est pas une pilule bleue qui te fera quand même remettre ton couple sur les voies du bonheur. Maintenant, il faut que peut-être tu sois un homme, mon fils. Alors, j'ai trouvé qu'effectivement, ce côté pièce de théâtre, ce côté vaudeville à l'ancienne, était très réussi. Sauf que bordel, on est en 2016 quand on raconte une histoire de couple, on arrête de nous faire le gars mollasson et qui essaye de bien faire et la bonne femme hystérique que tu sais pas pourquoi. On est dans du cliché au niveau de ces personnages, mais qui m'a horripilé tout du long. La façon dont était racontée cette gonzesse dans un couple qui se veut moderne, mais j'ai trouvé ça, mais ça m'a gonflé au plus haut point en fait. Moi, ça m'a pas gonflé, mais je suis d'accord avec toi, c'est hors d'époque. Voilà. Et soit tu nous places ça dans un truc d'époque, mais alors je vois pas ce que tu pourrais faire pour remplacer son Viagra ou je ne sais le truc qu'il a pris qui n'est pas du Viagra. Mais du bois bambé. Voilà. On trouve toujours du rhinocéros ou. Mais oui. Voilà. Tu te places ça dans une ambiance 19e siècle, ou début 20e. Enfin, mais bon, ça peut passer tout ce que tu veux. Mais là, j'ai trouvé ça mais tellement hors du temps. Alors ouais, ça marche bien, c'est plutôt bien écrit, mais ça donne une image du couple que je comprends pas à notre époque. Voilà, c'est un côté un peu vieux réac quoi dans la façon dont c'est raconté. Ouais, mais en même temps, c'est aussi une certaine réalité. Certes, ça a déjà été vu, certes, ça a peut-être été trop usé, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas du tout, quoi. Mais voilà, donc c'est bien mené, ça se lit bien. Non, c'est vrai que ça n'a pas cet aspect moderne, ça je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, je trouve... C'est du surjoué de théâtre. Et je trouve que ça rentre bien dans ce cadre de surjoué du théâtre. Je pense que peut-être que Télérama l'a bien noté, quoi. Un truc. Voilà. C'est. J'ai Télérama l'a bien noté, c'est la nouvelle insulte. Mais quand tu connais Pied dans sa bouche, Télérama est quand même déjà un gros mot. Ils sont améliorés, Télérama, Je suis médisant. Mais bon. Ça reste Télérama, abusé quand même. Ouais. Bobo de gauche, voilà. Refoulé ou pas? Ouais. Bon. Non, Moi, je l'ai lu un soir sur deux. J'ai dû, voilà, non, ça m'a pas botté. Alors que le dessin est efficace, ça tient la route, ça marche bien. Il y a plein de qualités, mais c'est le propos, quoi, qui m'a vraiment. Ouais, mais c'est ça, c'est le petit couple qui vit dans l'immeuble bourgeois des parents, donc du coup c'est transposé de génération, qui se plan-planise, et voilà, c'est ça. Moi j'ai trouvé que c'était crédible. Après qu'effectivement ce soit pas moderne, ça je suis bien d'accord avec toi, mais c'était crédible. Moi, ils auraient dû faire un gosse. Je pense qu'il manque un gosse dans l'histoire. Bah justement, ils les ont virés, les gamins. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Ils auraient dû être présents. Ça aurait rajouté un peu dans le tome 2. Ça aurait rajouté un peu de piment à la soirée. Papa, maman, on revient.
Papa, t'as dormi sur le canapé? J'arrive pas à te faire un câlin, qu'est-ce qui se passe? Papa, t'as un lapin sous le manteau, t'es content de nous voir? Je crois qu'il est temps de passer à la Allez, on suite. passe à la suite. Et Nils, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Après l'érection. Oui, Nils, nous allons suivre une histoire de Monsieur Hamon et Monsieur Carion, donc je n'ai pas les prénoms parce qu'ils ne sont pas écrits sur la couverture, chez Soleil Métamorphose. Et généralement, quand c'est chez Métamorphose, c'est joli. Oui, généralement, quand c'est chez Métamorphose, c'est joli, et je pense qu'on peut tout de suite commencer par vous détruire le suspense. C'est joli. C'est joli. Nous suivons une peuplade dans un monde, je dirais, fantastique, médiéval, un peu zarbe, quoi, pour le moment pas trop zarbe, mais en gros qui rame parce que les plantes ne poussent plus. Et donc il décide d'essayer de trouver pourquoi les plantes ne poussent plus. Nous allons suivre Nils et son papa, qui vont essayer de trouver l'origine de ce problème. Mais sur le coup, le papa de Nils lui fait croire que c'est pour aller chercher un faucon, parce que le père a un faucon et le fils adorerait en avoir un lui aussi. Le fils qui est un petit peu, tu vois, le casse-cou, quoi, qui fait des escalades, des trucs, etc. Et ils partent donc Le Capitaine Kirk. à la recherche, laissant un peu le reste de la peuplade pour essayer de comprendre l'origine du souci. Et en cours de route, ils vont rencontrer une autre peuplade, et une jeune fille en particulier, qui se retrouve attaquée par une sorte de monstre mécanique qui attrape des créatures oniriques, des sortes de fées, genre lumineuses, tu vois, genre fées en light painting. Oui, non, c'est pour ça. donner une idée. Hein. Et donc, bien sûr, alors que le père pense qu'il vaut mieux ne pas s'occuper de ça parce que ça serait se foutre dans la merde, parce que ça a l'air quand même un truc un peu trop dangereux, Nils se jette dans le tas et forcément, nos personnages vont se trouver impliqués dans cette histoire. Nous allons avoir un méchant empire qui tente d'enlever ces esprits de la nature et donc qui expliquerait pourquoi est-ce que plus rien ne pousse, et une peuplade qui essaye de protéger cette nature en étant liée à des liens mystiques. Tout cela en ayant en parallèle des sortes de sorcières, fées ou esprits élémentaires qui surveillent ce qui se passe et qui vont sans doute aider Nils et la jeune fille qu'il a rencontrée à remplir leur quête. Ils vendent tout de suite ça derrière comme quelque chose de très Miyazaki. Effectivement, il y a un petit côté Miyazaki dans ce mélange de technologie un peu futuriste et d'univers proche de la nature. C'est graphiquement magnifique, un trait que je trouve superbe. Bon, par contre, l'histoire, c'est un petit peu plan-plan, on va dire. C'est sympa. Alors, c'est un tome 1, c'est une belle exposition, un peu longue exposition. L'univers est intéressant. Maintenant, j'aimerais bien un tome 2 pour savoir si ça confirme. Parce que, pour le moment, j'ai trouvé plein de recettes que j'aime bien, qui sont utilisées correctement. Maintenant, j'aimerais bien un peu que la sauce se lie un peu pour que ça monte un peu en charge et que ça devienne un peu plus que correct. Matt? Ouais, je te sens, Thio, que tu veux parler. Bah, disons que je vais aller je vais malheureusement aller dans ton sens parce que. Ah merde, j'aurais pas cru. Eh ben si, parce qu'en fait on m'a conseillé sur les conseils d'un vendeur d'une boutique que nous aimons beaucoup, Aix-en-Provence, qui m'a dit ouais ça a l'air pas mal et tout. J'ai eu des bons échos, vas-y. Et donc voilà, j'y suis allé, j'ai feuilleté, je me suis dit ouais graphiquement ça m'a plu, ça m'a attiré. Non, c'est super. C'était, disons clairement, c'est un peu ma came, quoi. Donc je me suis dit, ok. Et scénaristiquement parlant, j'ai pas été emballé plus que ça. J'ai trouvé que l'histoire était c'était pas tarabiscoté, mais ça manque. C'est pas toujours très clair. Voilà. Ça manque de clarté. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça? C'est pas. Il y a des actions qui sont pas logiques par rapport au monde. Et par rapport justement à ce que les personnages sont censés déjà savoir. Des ellipses un peu malvenues parfois aussi. C'est ça. Et voilà, tout l'ensemble fait que je trouve que ça manque un peu dans la narration, un peu de fluidité. Et c'est un peu dommage parce que graphiquement, comme je disais, comme j'y reviens, c'est vraiment très très sympa. Mais
la narration, les ellipses qui sont faites, cet côté un peu tarabiscoté, ça fait que ça m'a pas emballé. Il y a un petit côté graphiquement, pour ceux qui voient, tu sais, les Gardiens du Mazer, là, c'est Marazzano, je crois, qui dessine ça. Ouais. Une vieille série qui était magnifique, et qui a un petit peu ce côté-là, un peu plus sombre. Un peu plus sombre, ouais. Voilà, mais je trouve un peu ce côté-là. Alors du coup, tu m'as cuté sur le truc. Ah, pardon, excuse-moi. Je sais plus, je parlais du scénario. Oui. Scénario bien. Scénario oui, pas tu bien, disais que le dessin t'avait. Le dessin m'avait bien emballé. Et pourtant, dans le scénario, il y a beaucoup de choses qui sont. Beaucoup de prémices qui sont sympas. T'as des petits ingrédients par-ci par-là qui font. Ça pourrait faire une bonne soupe, quoi. Mais pour l'instant, comme tu dis, ça n'a pas pris. Il n'y a pas encore le lien. À voir dans le tome 2. Alors, ton avis, Isaac, toi, parce que je crois que tu vas être un petit peu à notre opposé, ou pas du tout, peut-être. Ouais, je vais enfoncer le clou, mais un peu plus profondément, quoi. Parce que, c'est-à-dire que moi, le dessin m'a vraiment beaucoup plu. On est d'accord, je pense, là-dessus. Là, on est tous d'accord. Maintenant, le scénario, ça va au-delà de petits problèmes ou de mollesses. C'est qu'il y a des couacs, c'est qu'il y a des incohérences. Quand le gamin perd quelqu'un qui lui est cher, tu ne peux pas faire ça en 2 cases et que le gamin dise simplement « Bon, je continue ma route, hein, à plus !» mais si, c'est les enfants modernes, ça. Non, c'est juste pas possible. Vous me rappelez le pitch de départ ? Ils partent parce que plus rien ne pousse, hein ? C'est ça. Et donc, ils arrivent comme par hasard dans un endroit où tout pousse. Où il y a une forêt. Voilà, où il y a une forêt. Non, voilà, c'est pas bien construit. Au niveau du scénario, je suis désolé, mais il fallait prendre un peu plus de temps pour arriver à peaufiner les engrenages, les rouages d'un événement par rapport à l'autre, le pourquoi du comment. Moi, en tant que lecteur, j'arrive là-dedans, c'est un peu comme une maison qui n'est pas finie, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas en place. Voilà. Disons que, du coup, ça ne me permet pas d'avancer dans le scénario et ça ne me donne pas envie d'aller lire la suite, alors que le dessin vraiment m'emballe, alors que les idées d'univers me plaisent. Mais là, clairement, le scénario monté tel qu'il est montré, non, ça marche pas. Si vous voulez une BD écologique, post-apo, un peu miyazakesque, je vous recommande Nausicaa, qui est pas mal dans le genre. Pas mal. Voilà, mais c'est vrai qu'il manque ce côté couleur qui est superbe, mais qui marche bien, mais qui est dans des thèmes très Miyazaki, étonnamment. Hein, n'est-ce pas ? Voilà. Non, voilà. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait de bons ingrédients pour faire quelque chose. La collaboration avec cette dessinatrice. C'est une dessinatrice, je ne sais pas. C'est les prénoms dedans, vas-y. Non, c'est Antoine Carion au dessin. C'est Antoine Carion. Et Jérôme Hamon au scénario. Donc bref, le dessinateur. Oui, mais Antoine est une très belle femme. Un côté féminin très développé. Un dessin qui correspond, qui colle très bien avec l'univers qui est présenté. Maintenant, voilà, au niveau du scénario, je trouve malheureusement, il y a des incohérences, il y a des engrenages qui ne se font pas, il y a des enchaînements qui ne se font pas correctement, et du coup, ça m'empêche d'avancer dans l'histoire, quoi. Et ben donc, en fait, on a tous apprécié le dessin, tous plus ou moins démonté le scénario, qui nous a pas trop convaincus, quoi. C'est ça. Bon, après, il faut voir, peut-être que sur le tome 2, les choses vont se remettre en place. Hein, mais... là, par contre, voilà, peut-être que toi, tu n'achèterais pas le tome 2. Bon, sachant que c'est moi qui ai acheté le tome 1, je vous dirais que j'irai quand même acheter le tome 2. Ou tu auras le lien. Je le feuilleterai peut-être. Et s'il est bien, tu l'achèteras. J'irai le feuilleter peut-être plus assidûment, mais bon, à voir. Voilà. C'est un peu une déception parce que clairement, c'est un univers qui, je pense, aurait vraiment pu nous plaire. Et vu le dessin qui est proposé, ça aurait vraiment pu faire un bon coup. À suivre. Express. Et bien nous voici avec Ghost tome 2 en express. Bref, résumé de la série, s'il te plaît. Oula, alors, on se retrouve avec notre petite fantomette Ghost, dont j'ai oublié le prénom, qui continue à mener l'enquête pour se venger et comprendre un peu mieux qui elle est. Elle suit sa piste. Parce qu'elle avait perdu la mémoire. Donc elle suit la piste qui remonte dans des espèces de machinations à l'échelle de la ville avec... Et d'Isaac Cameron. C'est ça. Où il y a une implication, on va dire, d'une espèce de société secrète qui prend le pouvoir de la ville. Mais cette société secrète, en fait, est gouvernée par des espèces de démons dont elle-même fait plus ou moins partie. Et donc elle combat ces démons pour arriver à ses fins et
obtenir des informations sur son identité profonde et réelle, sur ses souvenirs, essayer de récupérer sa personnalité et tout ce qu'elle pouvait savoir d'elle-même. Parallèlement à cette intrigue générale, on se retrouve avec l'explication du titre de ce tome 2, à savoir le boucher dans la ville blanche, puisqu'on a un espèce de tueur en série qui opère au sein de la ville et bon gré mal gré, le chemin de notre héroïne va croiser le chemin de ce tueur par l'intermédiaire des acolytes de notre fantomette qui sont au nombre de deux. Plus la copine de l'un des deux qui est donc journaliste blogueuse et qui blogue et qui chronique justement les avancées policières, les différents meurtres du boucher qui opère dans la ville. Et donc le boucher, à un moment donné, va forcément s'intéresser d'un petit peu plus près à cette blogueuse qui n'est pas très gentille envers lui. Et donc voilà, je n'en dis pas beaucoup plus sur le scénario, je pense que ça vaut suffit. Le coup de continuer, c'est sympa. Alors, le tome 1 posait des bases que je trouvais sympa, même si c'était un peu brouillon, voilà. Le tome 2 éclaire un petit peu la trame générale. Finalement, la trame secondaire sur le boucher, on aurait franchement pu s'en passer. Elle n'a pas un intérêt phénoménal, si ce n'est qu'elle crée peut-être un peu plus de liens entre les personnages principaux, mais elle n'a pas un grand intérêt. Là où on nous présentait presque comme personnage principal le journaliste dans le tome 1, dans ce tome 2, il disparaît quasiment. Donc voilà, je vais presque dire la même chose que pour Nils, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences scénaristiques où en tout cas on n'a pas l'impression que le scénario est bien cousu avant de passer par la case imprimerie, ce qui est un petit peu dommage. Ça te donne envie de lire la suite en tout cas ou pas ? J'ai quand même envie de lire un petit peu la suite, voir où ça mène. Thio ? Je vais juste valider toute ta description, mais par contre non, j'ai pas envie de continuer. Ouais. Ça m'a pas emballé, j'ai pas... J'ai l'impression que ça va être du Buffy des premières saisons, la chasse aux démons de la semaine, quoi. Et vraiment, c'est très très bof. C'est un peu ce que je crains. Tout ce que j'espère, c'est que vu qu'il y a une amélioration entre le tome 1 et le tome 2, peut-être qu'il faut un peu quelques tours de chauffe. Toi, t'y crois pas. Moi, j'y crois pas. J'y crois. Chimère 1887, tome 5, l'ami Oscar. Taillot, c'est pour toi. Je sais pas quand il commençait à faire le truc, je me suis dit c'est peut-être pas pour moi. Non, c'est parce je te qu'il dis, t'aide. et puis je te lance. Cool. Par Pelinck, Mélanine et Vincent. Toujours chez Glénat. Donc on va retrouver Chimère dans La Perle Pourpre. Jeune fille prostituée. Donc là, je ne peux pas faire de pitch sans spoiler les tomes précédents. Oui, non mais vas-y. Donc vas-y, franchement. Chimère a retrouvé C qui est sa mère, qui était donc la tenancière de La Perle Pourpre. Celle-ci est malheureusement malade et les créanciers américains qui essayent de faire chuter Canal de Panama. Oui, mais je cherche le nom de Ferdinand de Lesseps. Merci, de Lesseps. Vont amener. Il est fort Lesseps. Il est fort Seps. Donc les créanciers américains qui essayent de faire tomber Ferdinand de Lesseps pour justement récupérer les droits sur le canal de Panama ont envoyé déjà dans le tome 4 leur perle, leur prostituée numéro 1 qui vient de la Nouvelle-Orléans pour travailler à La Perle Pourpre et du coup infiltrer et retrouver la fameuse photo qui incrimine de Lesseps qui lui ferait lâcher l'affaire. Alors, dit comme ça n'a pas l'air génial. C'est toujours bien à suivre ou... Je trouve que c'est bien à suivre parce que là, en fait, on est en train un petit peu de s'éloigner de La Perle Pourpre qui était vraiment le cadre des 4 premiers tomes. Et là, on va rentrer dans l'enfance de Chimère qui va être racontée et qui est dans une autre maison qui était tout aussi glauque que finalement La Perle Pourpre. Et ce que Chimère est en train de faire en devenant, on va dire, quelque part, en devenant vraiment enfin maître de son destin. J'ai trouvé que le tome était intéressant et relançait bien la série. Voilà. Donc c'est bien, ça vaut le coup à suivre. Moi, ça vaut le coup. Puis là, je veux dire, voilà, la fin est sympa. Oui. Isaac, idem. Tout pareil. Ok, donc Chimère, 1887, qui est au tome 5 et qui est une série qui reste à
suivre. Eh bien, merci de nous avoir écoutés dans cette fantastique émission. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux à nous suivre. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux à nous donner des sous sur notre Tipeee. Je vous le rappelle, ce Tipeee nous permet de garder un peu notre indépendance. Nous permettra. Nous permettra, oui, parce que pour le moment, c'est pas encore exactement ça. Ça nous permettra aussi de préparer de nouveaux projets, d'améliorer notre matériel, de faire venir des auteurs un peu plus souvent, de leur offrir de la nourriture de qualité et de l'alcool de qualité, car les auteurs aiment l'alcool de qualité. Oui, mais la dernière fois, ils étaient très contents du pizza. C'est vrai. Bref, merci à vous de nous écouter. Merci à Totori pour tes petits commentaires. J'en parlerai bientôt. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos émissions. Et je crois que... On va s'arrêter là. On est au bout. Allez, on est au bout. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.